podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bon matin, Jonathan. Hey, bon matin. It's been a little while. Ouais, quand même, un petit bout. On a eu des horaires un petit peu plus occupés, je pense. Exactement, exactement. L'été a starté. Pour ceux qui sont assidus dans l'écoute, on a eu un petit drop là. Le beau temps s'est pointé le bout du nez ici au Québec. Donc, nos horaires respectifs ont été un peu chamboulés par le beau temps. Mais on voulait en fait faire une espèce d'épisode summer style avant de clore ça pour l'été puis revenir plus en force à l'automne dans le fond. Ouais, puis même, tu sais, on a eu un bon meeting, toi et moi, puis dans le fond, bien évidemment, on va apporter quelques petits changements. On s'est donné un peu certaines guidelines, certaines idées qu'on veut apporter pour ajouter, dans le fond, au podcast à partir, dans le fond, de la rentrée. Fait que ça devrait être... on va essayer d'implémenter ça progressivement. Exact. Donc, petit slack à l'épaule là, qu'on s'est fait Sympathique. fort sympathique, il y a 2 semaines, café à la main. J'en ai un peu des objectifs de l'année prochaine. Donc, s'imposer une petite structure, le fun, là, puis voir où est-ce qu'on amène le bateau pour l'année prochaine. On a filé ça pendant bonhomme à l'an, pendant les 12 derniers mois-ish, là, un petit peu plus. 17 épisodes environ, c'est 17. Ben, 17 et des poussières, là. En fait, on a des épisodes de 0.5 et le 0. Ouais, Donc, c'est ça fait un +2 au nombre d'épisodes, donc presque 20. Exactement. Fait que merci à ceux qui ont suivi l'aventure. Puis ça se poursuit. Là. Je pense qu'on est plus motivé que jamais là, à amener ça, à poursuivre dans la même tangente. Quelques ajouts bonifiés, potentiellement un petit peu plus d'invités. Exact. Je pense qu'on a apprécié tous les deux le modèle invité sur des sujets et tout. Là, ça a été aussi très populaire, on l'a senti. Donc, assurément, c'est quelque chose sur lequel on veut continuer. Exactement. Donc, épisode d'aujourd'hui qui va être notre épisode de l'été avant le retour à l'automne, comme je disais. On y a été d'un sujet aujourd'hui qui est un petit peu plus, c'est pas niché dans l'actualité précise de quelque chose qui s'est passé dans la tech la semaine passée ou hier. On est plus dans une mouvance globale, puis on en a déjà un petit peu parlé. Puis je le vois avec, j'ai ma petite revue qui est ici de Web is Dead, là, qui est une revue d'ailleurs de Wired qui date de septembre 2010. Donc, septembre 2010, ça fait un bon petit bail, mais là, c'est un peu d'actualité aujourd'hui avec cette espèce de... On sent, si vous suivez un peu l'actualité technologique, on sent que la manière dont on interagit avec le web, ça va être appelé à changer. Puis c'est un peu de ça dont on veut parler aujourd'hui Et pour ensemble. cause, en fait, je dirais. Ouais. Oui, parce que, tu sais, même s'il y a un gros élément, puis encore une fois, c'est loin d'être une surprise, c'est l'IA qui amène ce changement. Euh, Quand on regarde l'état du web d'aujourd'hui, là, je sais pas toi comment tu le trouves, là, mais il me semble que en 10 ans, il y a une certaine dégradation, si on peut dire. Autant d'un côté contenu, il y a énormément de contenus qui sont là, qui sont disponibles. Oui, on a des outils qui se sont développés, qui ont rendu ça intéressant. Mais en contrepartie, on s'est ramassé aussi avec des systèmes de navigation où on est bombardé de pop-up. Puis, tu sais, l'expérience de navigation, mettons, web traditionnelle est moins intéressante que ce qu'elle était. Puis, comme professionnels ou comme gens qui sommes dans le milieu du numérique, on se posait déjà des questions sur, hey, mais comment est-ce qu'on va en revenir peut-être à trouver quelque chose qui va être un petit peu plus un milieu intéressant? Absolument, absolument. C'est drôle parce que je lisais un peu là-dessus, puis j'écoutais d'autres podcasters puis des influenceurs techno là, qui parlaient un peu du web. Puis on parle d'un terme en anglais, là, je vais essayer de pas m'enfarger, the enshittification of web. Absolument. Donc, une espèce de tendance on est parti d'un web un peu plus pur. Moi, je me rappelle de ces maigres débuts où est-ce que il y avait il y avait qu'une seule personne dans mon village qui avait Internet. C'était le père de Hubert Plamondon qui travaillait chez Bell. Puis il avait eu accès à une connexion Internet avant tout le village. Et puis, aller sur Simpson.com, voir un peu les personnages des Simpsons sur une mouture différente que la facture télévisuelle qu'on avait initialement.
Et là, je parle de ma genèse, mais tu sais, je veux dire, on est parti de loin en petit péché, puis là, on est rendu avec vraiment énormément de... Je veux dire, c'est plus ce que c'était, c'est plus pur quand même, c'est très, très publicitaire, très monétaire derrière ça. Donc, est-ce qu'on est rendu à un big reset là, dans tout ça, là, tu sais? Effectivement, c'est un très bon point. Puis, tu sais, à quelque part, ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que l'IA devient un peu une nouvelle porte d'entrée potentielle pour l'accès au web. Tu sais, on le voit déjà pour les gens qui sont peut-être moins initiés là, à l'IA en soi. Si on utilise Google aujourd'hui, ben, on a la chance de pouvoir voir des résultats de recherche qui sont générés par Gemini directement, tu sais, sur nos requêtes. Puis ça, je pense que ça va avoir un rôle d'éducation vraiment plus grand que de juste dire aux gens, ben, installez les applications sur vos téléphones puis commencez à geeker avec ChatGPT puis Gemini. Pour le commun des mortels, c'est moins ça. Par contre, faire une recherche dans Google, ça, tout le monde le fait. Fait que j'ai comme l'impression que Google va aller chercher ce rôle-là de amener les gens à être encore plus concrètement dans l'IA à cause de ça. Ce qui aurait pu être le cas aussi de Copilot, tu sais, dans le sens où Microsoft a intéressé à son moteur, puis a essayé d'un peu de reprendre le flambeau à un moment donné dans l'histoire, mais ça n'a pas marché. Non, mais là, j'ai l'impression qu'on en parlait justement, Google a sorti ses gros canons, puis cette intégration-là de l'IA dans les moteurs de recherche, je pense que c'est un changement majeur qui va arriver. Tu sais, j'ai beau dire des fois à des gens autour de moi, hey, utilise ça, mais tu sais, pour eux, c'est encore une bébite, tu sais, c'est encore quelque chose de complexe, alors que de continuer de faire des recherches dans Google puis de voir cette petite boîte-là puis les résultats apparaître. Oh, OK, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe. Déjà, on parlait de... Lorsque tu faisais une recherche sur Google, tu le fais encore, tu as toujours une numérotation, une pagination, là, tu sais, une dizaine de pages. Là. C'est connu. Si tu te ramasses dans la deuxième page, bonne chance, capitaine. Là. Tu drops de genre 90% des chances d'être trouvé potentiellement. Là, on amène à la masse. Tu le dis bien, c'est que c'est pas tout le monde là, qui va geek around, aller chercher les dernières applications, puis tester les patentes autant que nous autres, tu sais. Sauf que là, tu mets dans la main de tout le monde une vue directement sur un résultat AI. Donc, cette espèce de petite box qui apparaît quand tu fais une recherche. Honnêtement, je sais pas de toi, mais là, moi, dans les derniers 3-4 mois, j'ai pas besoin de me rendre. C'est rare, peut-être 8 fois sur 10, je me rends pas plus loin que cette box-là. J'ai l'info que j'ai besoin, tu sais. Même chose pour moi. Honnêtement, c'est vraiment le cas de figure que je sais. Pour être 100% honnête, il n'y a pas si longtemps, j'utilisais moins Google avant l'implémentation de cette fonctionnalité-là. Ouais. Puis là, je me suis mis à le remettre, à le réutiliser à cause de ça. Parce que je trouve que, ah ben tiens, dans le fond, puisque mon réflexe normal a été comme conditionné pendant plusieurs années à dire, ah ben si je cherche de quoi, va voir sur Google, c'était dur de l'enlever puis de passer à, ah non, je vais aller demander à l'IA. Mais là, l'IA est là. Tu sais, donc, c'est vraiment intéressant. Puis je trouve que en termes d'intégration là-dessus, Google l'ont vraiment très, très bien, très, très bien réussi. C'est sûr que la bonne nouvelle, puis là, j'en montre un exemple, là, j'ai simplement cherché le terme que Enshetification, qui semblerait avoir été inventé par Cory Doctorow. By the way, je n'étais pas au courant de On ça. apprend, on apprend. Ouais, qui parle de détérioration progressive de la qualité d'une plateforme numérique ou d'un service au fil du temps. C'est plus poli comme description que enshetification, mettons. Exactement. Ça passe mieux à l'EQLF. Tu sais. Exactement, exactement. Puis, mais il faut dire donc que Google avait quand même et a, on parle d'économie de l'attention, je veux dire, c'est quand même une plateforme qui est utilisée par des milliards de personnes. Fait que, tu sais, on a déjà parlé un petit peu déjà, mais tu sais, la manière dont ils allaient intégrer l'IA dans leur système, il a fallu bon, ils ont bien beau être une des plus grosses compagnies du monde, tu fais pas ça en réfléchissant pas trop, faut que tu y ailles quand même d'une manière relativement réfléchie, un plan de match dans cette intégration-là de l'IA. On en parlait dans notre boule de cristal il y a bientôt un an, là. Je pense qu'on avait un point par rapport à, bon, tout va devenir IA, l'IA va être, va prendre d'assaut tout. Et on le voit aussi ici, là, dans la recherche, ça se passe là. Ça m'amène à peut-être même parler un petit peu de... On a parlé aussi au niveau du futur du web. Tu sais, on parlait c'est plus le SEO, c'est le GEO, le Generative Engine Optimization. Donc, optimiser nos sites web à l'ère de cette manière-là de ressortir le contenu.
En Puis fait, on même, s'entend que c'est ouais, loin d'être clair encore non, là-dessus parce que non. moi, j'ai pas vu encore de gros guides pratiques de optimiser vos contenus pour dans le sens où je pense que l'information est encore obscure pour bien des joueurs, où on est en mode essai-erreur pour faire ressortir les trucs dans l'IA avant. Puis on reste aussi encore une fois sur des bases, un peu à ce que le Google a apporté, c'est-à-dire que on a des crawlers très performants, intelligents, qui sont capables d'aller chercher les bons contenus en fonction de facteurs qui vont devenir de plus en plus difficiles à influencer. Donc, tu sais, moi, à quelque part, je m'inquiète beaucoup pour les créateurs de contenu, puis les gens, dans le fond, qui sont des créateurs, parce que, tu sais, au-delà des applications de style TikTok, Stories, Instagram, Facebook, en termes de contenu web, je me dis, hein, crème, OK, mais là, la game est en train de changer considérablement, là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment particulier. Donc, tu sais, le clic qu'on générait pour se générer du trafic, tu sais, il est plus là, il est en train de disparaître. Il n'y a pas de raison pour moi d'aller, à part peut-être si je veux vraiment m'assurer de la qualité de la source, d'aller visiter ton site si j'ai l'impression que ce que je lis comme résultat de recherche est suffisamment pertinent. Donc, ça, c'est un gros changement, je pense. C'est quand même majeur. C'est pour ça que je me dis, pour moi, qu'est-ce qui reste un peu difficile à attacher, ça reste que la création de contenu web reste la porte d'entrée ou disons la cuillère dorée de l'IA. C'est-à-dire que c'est avec ces contenus-là que l'IA s'entraîne et s'améliore et réussit à avoir des contenus encore plus à jour, etc. Mhm. Donc, dans quelle perspective du jour au lendemain, si les gens ont une perte d'intérêt parce qu'il y a une perte de trafic, donc une perte de revenus, à continuer de verser du contenu, est-ce que, est-ce que dans le fond, tu sais, c'est là que j'arrive pas à saisir comment ça peut, faut que ça continue de vivre ensemble, là. Ben, peut-être, je rajoute une notion peut-être d'importance dans tout ça, c'est regardons un peu la genèse. Ouais, tu sais, on parle de trois grandes périodes dans le Ouais, web, puis il y en a une ouais. quatrième qui s'en vient. Il y a eu le web 1.0, le web 2.0, puis le web 3.0. Le web 1.0, on était très, très dans du statique, des pages web très flat. On était dans ma page web des Simpsons.com en 1997. Le web 2.0, c'est le côté social de la chose. On se rassemble, il y a des communautés qui se créent sur des portails plus privés un peu, où est-ce que là, il y a une communauté qui est là, on est très, très dans le social, on partage. Le web 3.0, on était vraiment dans une mouvance de décentralisation. Donc, on a amené, on en parle moins, mais c'est toujours bel et bien là, tout ce qui est le Web 3, tout ce qui est, l'autre tech, là, voyons, j'ai oublié, Dans les cryptos pis tout ça, ou? crypto, puis la chaîne de blocs, tout ce qui est Ouais, la blockchain. blockchain, puis tout ça. Donc, ce qui est un peu une espèce de répercussion au social, privé des compagnies, corporate and greedy and money talker, tu sais. Là, on est plus dans un mode la liberté pour tous, on va décentraliser les choses, tu sais, on va être c'est l'Eldorado, tu sais, ultime. Puis là, on s'en va vers de l'agentic, qui est un web plus agentic. Je rattache ça à ce que tu me dis. Tu dis les créateurs de contenu en tant que tel, tu sais, si moi je crée du contenu, tu sais, à quoi bon là, pour toute cette espèce de plateforme d'IA qui va me socker tout ça, tu sais, qui va me suçoter tout mon bon contenu, puis plus personne va atterrir sur ma propre plateforme à moi ou très peu. Ben, je te ramène peut-être au point suivant, c'est est-ce qu'on va encore subsister avec une barrière entre des zones de communauté qui seront pas en train de nourrir l'IA? Puis il va y avoir le web public, tu sais. Il y a cette dimension-là d'un web public qui se fait crawler, tu sais. Puis cette dimension-là en même temps, de l'autre côté, des plateformes, tu sais, où tout se passe à l'intérieur de cette plateforme-là. Les gens vont écrire leurs propres articles, mais il faut que tu sois abonné à mes articles pour y accéder. J'ai mon Patreon qui est closé, qui est fermé. Faut que tu payes pour y accéder. Fait que ça a deux mécaniques, deux valeurs différentes. Une valeur d'authenticité très, très humaine. L'autre côté, une valeur plus de McDonald's, aussi, de l'information, là, tu sais. Fait que, tu sais, on passe d'un World Wide Web très ouvert à quelque chose de très fermé, tu sais.
Ou justement, tu sais, à l'exception d'un joueur comme Google qui actuellement intègre ça dans ses résultats de recherche parce qu'il y a encore un modèle publicitaire qui fonctionne parce qu'on est comme dans une période un peu hybride, là. Il y a encore des revenus qui se tirent du trafic, il y a encore des annonceurs, il y a encore tout ça. Mais moi, je pense que l'avenir de ça, pour moi, reste incertain. J'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les prochaines années. Je- dans ma tête à moi, ça va diminuer l'intérêt. Le modèle publicitaire va falloir qu'il change, il va falloir qu'il se transforme parce que si on se met davantage à utiliser ces outils-là, qui sont un peu une espèce de filtre tu sais, conversationnel, ben, on va se retrouver avec une expérience complètement différente. Donc là, eux, leur intérêt de commencer à fournir l'IA comme résultat de recherche dans le moteur de recherche, est-ce qu'il devient toujours intéressant parce que il faut qu'il y ait un revenu attaché. Tu sais. Mhm. Donc là, est-ce qu'il faut s'abonner à Gemini? Est-ce qu'il faut s'abonner à ChatGPT? Donc, comme tu le dis, là, on se ramasse avec plein d'outils sur lesquels finalement, si on veut consommer du contenu, avoir accès à, ben là, c'est payant. Donc, c'est drôle, là, le parallèle qui me vient en tête, c'est un peu comme la télé, finalement. Tu sais, au début, comme moi puis toi, on s'abonnait à la TV, puis on avait genre, je sais pas combien de chaînes comprises. Puis là, bon, on est rendu dans une situation où tout le monde installe Netflix, Crave, Disney, whatever, puis on paye chaque app, finalement. Donc, est-ce que c'est un web comme ça vers lequel on s'en va, tu sais? Ah, je pense que le point qui est important, puis tu t'as mis le doigt dessus, puis on est sur la même page. On est dans une, on est dans une espèce d'entre-deux, là, tu sais. C'est un genre de subscription era. Dans lequel, On était déjà là-dedans un peu, tu sais, avec certaines, tu sais, justement, notamment avec le monde de la télé, Spotify et compagnie, tout ça. Puis là, ben, est-ce que justement le web, ben, tu sais, il y a toujours un peu ça. Tu sais, on a des applications avec comment dire, des verticaux très précis pour lesquels on peut prendre un abonnement. Tu sais, on le voit, l'abonnement, c'est comme partout. Est-ce que justement, il y a une transformation plus globale en subscription, en abonnement, qui est en train de se faire à cause de l'IA aussi? Donc, je trouve ça intéressant. on est dans une période de transition. Tu sais, on peut spéculer à fond là, sur comment ça va s'articuler. Je pense que les géants de ce monde doivent être en train aussi essayer de crafter, créer un peu, ça va être quoi le modèle d'affaires de ça. Clairement qu'il va encore avoir un aspect de les grosses compagnies vont vouloir faire de l'argent derrière tout ça. Comment ils vont faire de l'argent? Le modèle financier derrière tout ça, c'est pas encore attaché. Comment ils vont faire que ça va coller aussi auprès de la clientèle, là, puis qu'ils vont vraiment vouloir consommer dans un contexte où ils savent qu'il y a, je sais pas, là, on parle souvent de pub, là, mais c'est quoi le futur de la pub là, dans tout cet écosystème-là qui s'en vient? Là? Personnellement, j'en ai aucune idée. Là. Euh, j'ai J'avais une hâte. discussion aussi dans la voiture hier avec ma grande adolescente. Et puis, Puis, pause, OK? ouais. Avis aux auditeurs, j'ai un déshumidificateur qui roule à côté de moi, je vais l'arrêter, OK? Pause 2 secondes. Mais c'est pas grave, tu sais, Riverside va faire toute la job là-dessus, là. Tu l'entends pas? Non, il n'y a OK, pas de parfait. Moi, problème. je l'entends, mais c'est correct. OK, c'est bon. Pour ceux qui ne savent pas, on utilise Riverside, qui est une super plateforme pour faire du podcasting et qui fait une super bonne job d'audio et tout. Là, donc, no stress. OK. C'est Ça quoi? devrait sortir top shape, sinon, Je voyais t'inquiète pas. mon mic qui piquait un peu là, à cause de quand je disais rien, à cause du son derrière, mais c'est correct. Je pense qu'il fait une belle job si tu Ah m'entends pas. ouais, Parfait. non, non, c'est bien cool. Qu'est-ce que tu avais comme discussion? Ouais, ce que je disais, tu sais, je l'amenais un peu, je disais, hey, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, est-ce que tu vois un peu, tu sais, c'est quoi l'avenir du clavier puis de la souris, tu sais? Wow. Avec ta fille, ça, là? Ouais. OK. Qui a quel âge déjà? 17 ans. Ah, OK, ouais, OK. C'est dans le fond parce que j'étais curieux de savoir si elle avait une opinion puis si elle avait une vision là-dessus. Puis en jasant, tu sais, ben, tu sais, elle avait pas nécessairement un point précis, mais ce que ça l'a amené, c'est que ça nous a amené sur le gaming. Parce qu'on se dit, ben, pour le reste, tu sais, l'IA pourrait faire en sorte qu'effectivement, puis si on ramène ça, petite parenthèse rapide avec Johnny Hive puis OpenAI, vers une évolution un peu de la du monde hardware sur quelque chose qui va potentiellement être de plus en plus dénudé de la nécessité d'une souris et d'un clavier. Hem, donc, mais on s'est dit: «Ouais, mais attends le gaming, lui», tu sais? Parce que le gaming, c'est une industrie qui est très, très forte, hein, on se le cachera pas. Donc le gaming va encore nécessiter cet accès physique-là, à moins que le gaming en soi, qui se déroule sur un ordinateur, se consolifie
des moves vers la console en soi pour que ça devienne vraiment le mode de jeu principal. Mais j'ai des gros doutes là-dessus. Mais je trouvais ça intéressant parce que moi, j'essayais d'éliminer le clavier et la souris dans ma tête en me disant, est-ce qu'on pourrait voir un jour où ces instruments-là vont être des reliques du passé? Ben, tu vois, c'est là où euh, ma position là-dessus, c'est qu'on est dans un entre-deux parce que je sens que les géants de ce monde vont tous travailler vers un monde où la technologie, on va l'interagir avec d'autres choses qu'un clavier souris, puis que ce soit un clavier virtuel Ouais, il pourrait y avoir physique. toujours des claviers virtuels, il pourrait y avoir toujours tout ça, mais j'ai comme l'impression que les claviers et les souris physiques tu sais, vont devenir rapidement obsolètes. Tout le monde parle dans la tech présentement d'un monde où tu vas demander quelque chose à un agent et il va partir le faire. Et par demander, c'est, oui, tu pourras l'écrire, mais je pense que le holy grail de ça, c'est que tu vas interagir avec la voix et cet agent-là va partir faire ce que tu lui as demandé de faire. Fait qu'à quoi bon avoir un clavier, souris, tout ça? J'ai l'impression que, en fait, je suis persuadé qu'on s'en va vers là, puis que dans, je sais pas, je l'aurais dit ici, mais peut-être dans 15, 20 ans, ça va être quelque chose de vrai, là, tu sais, for real. Tu vas vraiment pouvoir juste parler avec un device, puis il va partir faire ses affaires. Mais entre-temps, C'est beaucoup, 15. ouais, ben, mais en fait, ce que je vois, c'est que même ma mère, genre, avec un device, là, tu sais, tu comprends? Là, je suis rendu dans le mass market, là, c'est rendu, puis que ça fonctionne bien, tu sais. Ouais, ouais, peut-être qu'on pourrait réviser un petit peu à la baisse, mais ça sera pas, c'est pas dans 3-4 ans, je pense que la masse, que l'entièreté de la population, la majeure partie de la population va se mettre à converser avec un appareil, puis ça va partir directement, puis ça va fonctionner flawlessly, là, tu sais. On est en train de mettre les premières pierres de ce futur-là, mais c'est pas encore assis selon moi. 2022. Il y a à peine 3 ans. On peut dire même 2 ans. Si Ouais, on parle de late, là. 2 ans et demi, mettons. ChatGPT a quand même foutu la merde avec tout, avec ouais, tout ça. Fait que ouais. c'est quand même, Il y a pas une longtemps. évolution rapide. Fait que c'est pour T'as- ça que quand tu dis 15, je trouve ça long, 15. Ouais. Parce que veux pas, chaque pan d'évolution est comme amené à être amélioré par sa propre machine. Donc, plus l'IA avance, plus elle est en mesure, dans l'idée de l'argentique, de s'appuyer elle-même dans sa progression aussi. Ouais, ouais. Fait que j'ai comme l'impression que ça va être un facteur qui va rendre ça beaucoup plus rapide. Ça peut aller beaucoup. Ben, c'est sûr que si tu relativises ça en regardant la rapidité folle que ChatGPT a pris d'assaut, là, tu sais, a pris la planète d'assaut, euh, c'est 3 ans, là. C'est 3 ans, puis ça a tout changé, là, tu sais. Fait que, ouais, en ce sens-là, c'est peut-être plus tôt, ça se peut. Euh, Puis là, il y a d'autres joueurs qui sont forts ouais, aussi. ouais. Perplexity, Claude, Gemini, La comme Chine, avec Chef, DeepSeek qui sort plein de modèles. qui clairement, à un moment donné, vont nous surprendre avec quelque chose, puis on va comme faire, ouh, OK, next level, tu sais. Donc, intéressant. Moi, j'ai bien hâte de voir, puis je crois que ça va continuer d'aller très rapidement, là. Mhm. Mhm. Ah, ça n'a pas le choix. À une vitesse folle. Fait que, bon, un in-between, mais ce dont on entend énormément parler, c'est ça. C'est le web agentic, the agentic web, un web d'agents, où est-ce que on donne pas nécessairement, on donne un résultat qu'on va aller chercher, puis un ou des agents vont se démerder à trouver la manière de s'y rendre. On parle d'exemples du genre, je veux booker un voyage au Costa Rica de tel jour à tel jour, je veux que ça soit le moins cher possible en partance de Québec. Cet agent-là va partir, puis il va me proposer euh, les options. Puis là où on s'en va, c'est quand on parle d'un agent, parce que tu sais, c'est un peu flou là, la notion d'agent. Là, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire un agent, un web d'agent? C'est-tu j'ai mon agent? C'est quoi mon agent? C'est une compagnie pour laquelle je paye? C'est-tu un agent ChatGPT? C'est un agent Copilot? C'est un agent Claude? Mais là, est-ce que les agents se parlent? Est-ce que
ultimement, c'est un peu ça, là. Ce qu'on voit, c'est que on parlait de subscription era, je veux dire, on va devoir payer pour avoir accès à un AI qui a un agent à l'intérieur de lui. Euh, les, les, euh, les standards du web agentic sont en train de se déposer présentement. On parle beaucoup de la tech MCP, qui est un protocole qui va permettre à un agent qui jase A, puis l'autre agent qui jase B. Le MCP, c'est un protocole qui permet aux deux de se jaser facilement. Donc, si toi, de ton côté, tu es la compagnie Air Transat, puis moi, je suis ChatGPT. Puis toi, tu as implémenté de l'IA avec du MCP de ton côté. Moi, quand mon ChatGPT va chercher un billet d'avion, il va être capable d'aller interroger facilement Air Transat et retirer la bonne information. Donc, tout le monde peut se jaser. Fait que mon agent jase avec ton web qui est agent ready, tu sais, qui a lui aussi un agent. Et tous ces agents-là sont capables de se jaser ensemble. On pourrait donc rêver un monde où le web est plein d'agents, puis là, on se promène là-dedans, puis tout se fait là, par magie. Tu sais. Ouais, j'écoute, ça reste encore très abstrait pour moi de Ouais. voir. Tu sais, j'ai entendu plein de discussions là-dessus, j'ai écouté plein de vidéos aussi, puis tu sais, c'est un beau concept, tu sais, l'IA argentique, mais après ça, j'ai hâte de voir en termes de déploiement, puis de ce que ça va coûter aussi. Tu sais, j'ai l'impression que l'empreinte technique derrière ça, elle va être majeure, là, tu sais. On parle de. En tout cas, tu sais, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais a priori, là, je me dis, hey, Colin, c'est pas un petit défi, ça, là. C'est quelque chose de quand même. En tout cas, dans les premières versions, si on peut dire, selon moi, va être quelque chose qui va avoir une grosse dette, pas une grosse dette, mais une grosse empreinte écologique aussi. Une grosse empreinte de consommation, etc. Fait que j'ai hâte de voir à quelle vitesse cette vision-là va se révéler, là. Très bon point, très bon point. On est en train de le builder. Là. Fait que, tu sais, ça va être quoi la vitesse de ça? Ça va être quoi l'empreinte qu'il va y avoir derrière ça? Très, très bon point. Clairement que tout ça va amener à revoir notre manière d'interagir avec le web. J'ai regardé un peu peut-être pour faire un petit pouce sur des choses qui sont sorties dernièrement. Dans un monde où le, le web était plus un web 3.0, on était rendu là, dans un web plus agentique. Avant, je ne sais pas si tu te rappelles, on mettait un espèce de fichier texte associé à un site web qui s'appelait un robot.txt qui permettait au crawler, au Google de ce monde d'aller crawler puis comprendre un peu ce qui se passe sur un site web. Dorénavant, il existe le LLMs.txt qui est un petit fichier texte qui est l'équivalent mais plus orienté pour que si un ChatGPT de ce monde-là passe par ton site web, qu'il puisse directement comprendre dans du texte concret qu'est-ce qui se passe sur ton site web. Fait que c'est vraiment comme c'est un fichier Équivalent du robot.txt qui était Exactement. pour dire, OK, tu peux crawler telle page. Celle-là, non, parce que c'est des pages plus private ou whatever. Exactement, exactement. Dans le cas d'un LLM.txt, c'est pas nécessairement des balises un peu plus code, là, tu sais. On est plus dans c'est du Markdown, qui est une manière d'écrire du texte un peu plus structuré, mais ça reste du texte. C'est des blocs de texte directement. Donc, ça, c'est le genre de choses qui commencent à se placer là pour que tout le monde puisse comprendre un peu votre site web, il fait quoi. D'ailleurs, tu sais, on en avait... il y a certains auditeurs sur TikTok qui demandaient bon, qu'est-ce que je fais avec mes sites web à cette heure? Mais c'est peut-être une partie de la réponse qui est en train de se placer là, présentement, là, d'aller placer ce genre de fichiers-là. Là. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est, tu sais, on a passé, je sais pas combien de temps dans les dernières années, à travailler un web qui était très visuel. Donc, tu sais, le visuel est important, le UX en soi et tout et tout. Oui. Ben, tu sais, à l'ère de l'agentique, là, à ce moment-là, ben, tu sais, l'agentique, son rôle, c'est de venir me donner des résultats très simples. Tu sais, donc, tout le travail qui était fait en amont sur les sites de générer une expérience UX, puis de, comment dire, bien enrober le contenu, Mm-hmm. ça aussi, comment dire, il y a un enjeu majeur là-dessus, là. Tout le monde se forçait pour faire du beau, puis du fun, puis du usable, puis tout ça. Là, quand ma consommation du contenu, c'est majoritairement une boîte de texte qui me renvoie ce qu'il y a là-dessus, c'est sur Ouais. Fait que, tu sais, littéralement, là, tu sais,
comme tu dis, mon LLM.txt, je peux domper du contenu ou des liens vers des pages de contenu bien basic. Mhm. Et puis, dans le fond, l'outil, lui, va se charger de le lire, de l'interpréter, puis de venir générer, dans le fond, les résultats en conséquence. Donc, c'est pour ça que, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu, mais où est-ce qu'on s'en va? Moi, j'en ai aucune idée, honnêtement. Là, tu sais, j'arrive comme pas à me faire une idée claire sur. Puis probablement que aussi c'est normal, là, dans le sens où si la personne qui détient la clé de tout ça, assurément, va être comment dire, très bien positionnée pour faire beaucoup de sous, probablement. Tu sais, je regarde ça, puis je me dis, c'est pour ça que ma prémisse de base, puis la discussion qu'on a, c'est ouais, mais le web, ça s'en va où, là? Si justement l'intérêt de faire des pages dans des contenus structurés devient de moins en moins intéressante, que, tu sais, quelque part, l'IA, lui, ce qui est autour, là, ça n'a pas d'importance pour lui, là. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il décode le pixel, puis il est capable de prévoir un peu c'est quoi qui est écrit. Tu sais, je veux dire, ça, pour moi, c'est majeur, tu sais. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à voir, il va se passer quoi avec le web que moi et toi, on connaît, tu sais. Et le point qu'on avait peut-être pas discuté aussi, c'est va venir un point aussi où l'IA va être en mesure de produire des contenus au sens propre du terme, là. C'est-à-dire qu'il va pas juste interpréter des contenus basés uniquement sur du croisement de différents sujets par la connaissance humaine qui a été apportée dans l'IA, mais elle va développer sa propre intelligence, sa propre réflexion, va probablement être en mesure d'ajouter ces contenus-là un jour. Fait que, donc là, à partir de quand on peut avoir ce genre de truc-là, ça c'est sûr que, à mon sens, ça c'est quelque chose qui va être très long. Je le souhaite. Fait que tout ça mis ensemble. Tu souhaites que ça soit le plus loin possible. Tu veux Oui, dire oui, que oui. l'AI va créer son propre contenu pour nous, là? Ouais, je pense que tu sais. Mais en tout cas, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est le bout qui est un petit peu plus scary, là. Tu sais, comment dire, l'IA peut réussir à prendre un peu le contrôle de sa destinée, quelque part, de générer, de créer, d'aller vers des nouveaux horizons. Dans l'heure actuelle, l'IA est plus en support, tu sais. Elle, elle fait des tâches, elle réalise des trucs, mais tu sais, elle n'a pas de créativité proprement dit. Tu sais. La créativité de l'IA. Voilà. Ça, par contre, c'est majeur. Ça, je pense que le rendu là, ben, il devient où l'intérêt de l'humain de continuer de produire du contenu? Il y a... C'est fou, là. Dernièrement, il y a un artiste sur Spotify. Il y a un artiste qui est sorti il y a quelques mois, là, qui fait l'espèce de folk, là, vraiment bon, là, catchy folk, une belle petite voix rauque, puis tout ça. Il y a genre des millions et des millions et des millions d'écoutes sur Spotify. Plus de 300 000 auditeurs mensuels. Puis on découvre dernièrement que dans le fond, tout ça, ce n'est que supercherie, c'est de l'IA. Donc, énormément de revenus générés par ça, qui te retombe dans les mains de la personne qui a créé ce truc-là. Quand on parle de créativité par l'IA, bon, là, c'est sûr qu'on parle d'un humain qui a prompté un engine IA, qui a créé de la musique. Ah non, un peu plus de high pitch ici, je veux cette tune un peu plus mollo. Ultimement, là, tu mets ça dans. Là, on est rendu dans un monde de playlists. Là. Tu pop une playlist, c'est l'industrie de la playlist, là, Spotify. Là. Ben ça, ces tunes-là sont dans de multiples playlists écoutées. C'est créé par un humain, mais bref, il n'y a pas. Bon, je reviens à la créativité. Est-ce qu'un jour, l'IA va s'auto-créer des playlists sans nécessairement avoir une certaine créativité autant dans du contenu texte que du contenu visuel, autant audio? Puis nous autres, on va consommer ça, tu sais. Assez que là, présentement, je lisais pas plus tard que ce matin que la plateforme Deezer, qui est un peu... je me souviens bien européen, là, qui est une espèce de Spotify killer, là, tu sais, c'est un Spotify, c'est comme le numéro 2-ish, là, de la Spotify. Eux, ils ont clamé haut et fort qu'ils vont, chaque contenu qui sont créés par l'IA va être big time, tu vas le savoir, là, ça va être écrit big time, et il n'y a aucune redevance qui va être envoyée aux créateurs. Là où Spotify, c'est pas le cas encore présentement. Fait que tout ça amène, c'est un bon point ce que tu dis là.
Combien de temps Deezer va être capable de faire ça? C'est une excellente question. Parce que là, actuellement, mettons, il y a peut-être une poignée d'artistes qui osent, puis qui s'essayent, puis qui essaient de jouer dans les mailles du filet. Mais tantôt, quand il va y avoir une masse de gens qui vont commencer à utiliser l'IA pour faire ça, comment Deezer va faire pour résister à ça? Tu sais, je veux dire. Puis qu'en plus, les utilisateurs vont se mettre à écouter ces contenus-là. Tu sais. Ça va être tricky là, comme situation. Là. Tu sais, je trouve que tu sais, c'est une drôle de position tu sais, de leur part. Moi, je pense qu'ils devraient, oui, le mentionner, tu sais, quelque part, mais je pense pas que tu puisses aller à contre-courant et dire ah non, nous, tu sais, on va pas donner de revenus à quelqu'un qui serait derrière la création d'une œuvre qu'il va avoir utilisée. Puis c'est encore une fois à 100% par l'IA, mettons. Là, tu sais. Ouais, ouais. Mais j'ai hâte de voir. Ça sera pas simple à mettre en place, j'ai l'impression. Bravo à Deezer, une raison de plus pour rester chez eux. Et à toutes les personnes qui pensent que les titres IA sont bien mieux, je leur dirais qu'ils ont bien raison. Ben oui, quitte à perdre un peu d'humanité. Ah, bref, tout le monde s'enflamme là, face à ce genre de nouvelles. Ouais. C'est fou pareil, tu sais, on vit des scénarios actuellement qu'on regarde comme ça, puis ces images-là d'un robot avec une guide dans les mains, euh, c'est des images qu'on a vues dans des films. En se disant, ah, check ça, c'est drôle, c'est de la science-fiction. On est là. On est là. On est là. À peine quelques années plus tard. On voyait même, tu vois, parlant d'IA, là, on voyait même dernièrement Google begins rolling out AI search on YouTube. Je- Même que je vais te le partager, je trouvais ça fort intéressant. Shout out à un contact de mon côté que je vais mettre sa page live, Pascal Breton-Fagui, qui met toujours de bonnes nouvelles succulentes au niveau de la tech. Google begins rolling out AI search on YouTube. Donc, Google has been transforming its web search engine into a zero-click experience with AI, and now the same focus is coming to YouTube. Like searches on YouTube will now return a collection of relevant videos with AI-generated. On va tout ça. On va tout AIiser, autant toutes les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Si ça change vraiment la manière dont on interagit avec le web, là, à la limite, ça nous rend un peu d'hommes, j'ai l'impression. Là, tabarouette, là. Tu sais, j'ai le moins de clips possible, je vais accéder au contenu que je veux, mais à un moment donné, il y a des gens qui pourraient dire, tu sais, on rend l'humain lâche à côté là, dans toute cette quête au contenu. Là. Est-ce que tu penses que le path que Google avec Gemini est en train de prendre, c'est un peu la suite logique de ce qu'ils font actuellement en termes de génération de contenu avec les liens sponsorisés dans les résultats de recherche, puis qu'éventuellement, ils vont y aller aussi avec potentiellement des résultats dans l'IA qui vont être sponsorisés? C'est une piste qui est très, très plausible. Ben, en fait, c'est a matter of time, c'est une question de temps avant qu'ils découvrent la meilleure manière de nous faire gober de la pub. Ça va être quoi la manière? On peut passer pas mal de temps à essayer de voir les scénarios potentiels. Et toi, ce que tu dis ici, c'est est-ce que la prochaine étape dans tout ça, ce serait que on a des résultats AI qui sortent, mais à un moment donné, on a comme un résultat AI sponsorisé qui est là qui ont une espèce de... On, on injecte dans tes résultats AI de la pub. Méchant. Ouais. Tu sais, ça vient comme complètement détruire l'idée que justement tu veux le meilleur résultat, le meilleur contenu, puis le plus pertinent. Mhm. Puis là, tu vas venir pousser, tu sais, parce que là, tu as une réponse, tu n'en as pas 10. Tu sais. En ce moment, oui. Tu n'as pas 2 pages de résultats, tu sais, c'est... T'as pas beaucoup de place pour venir cacher un petit lien bleu, un petit Non, lien sponsorisé là, en ce moment exact. avec l'IA, là, tu sais. Ouais. Fait que peut-être que à court terme, peut-être que c'est de faire un genre de paid versus free subscription, ou est-ce que dans la version gratuite, ça se peut que tu sois soumis à des résultats payants? Non, ça marche pas plus, tu sais. J'ai comme de la misère à voir au-delà de juste tenter d'amener les gens vers le subscription. Quel est l'intérêt de mettre la pub encore là-dedans? Tu sais.
Le monde de la pub va changer considérablement. Puis je pense qu'il était dû aussi, là. Tu sais, la bannière, comme toi et moi, on la connaît, le lien payant et tout ça. Tu sais, on s'entend que il y avait une certaine, pas une résistance, mais de plus en plus les gens ont un œil avisé et habitué de voir de la pub puis tout ça. On s'y est fait, là. Ouais, on s'y est fait. Fait que on se disait déjà, ça va être quoi le prochain modèle, tu sais. Mais Mhm. là, à l'heure actuelle, j'ai bien de la misère à le voir. Dans un monde où on parlait des agents, là, tu vas lancer un agent, là, book-moi un plane ticket là, pour aller au Costa Rica de telle date à telle date, partance de Québec, le moins cher possible, puis pour des enfants, puis en même temps, pogne-moi Disney World au passage, puis tout ça. Ta place sous ta pub, là. Mais c'est ça, parce que là, tu mets en opposition l'idée de servir le consommateur avec la meilleure réponse possible puis le meilleur résultat possible avec un intérêt publicitaire qui vient finalement complètement ébranler ça. Donc, c'est pour ça que j'ai la misère à croire que ça pourrait être ça. Tu sais. Parce que là, à ce moment-là, ça vient comme complètement enlever euh, ce sens-là qu'on trouve tellement impressionnant actuellement. Mais en même temps, on pourrait dire que c'est la même chose avec le web aussi. Ouais. Au Ouais. départ, c'était comme ah wow, tu sais, dans Google, t'as des résultats, c'était cool, pas trop de pub, la vie est belle, puis à un moment donné, bang, tu sais, pouf, là, ça a commencé à devenir lourd au point où là, genre, t'as comme 3 4 sponsored links avant de voir les résultats qui sont plus organiques, tu sais. On est passé d'un web qui était non-paid, là, qui était pas payant, à un web payant si tu voulais des résultats de recherche, là. Mhm. Est-ce que c'est le même chemin qu'on va parcourir avec l'IA aussi? Ce qui, à mon sens, serait une grosse erreur. Parce que, tu sais, on ferait juste répéter un modèle. Moi, je pense qu'on veut plus explorer de la nouveauté, probablement, là, tu sais. Sauf que là, tu as des grosses machines qui sont habituées à faire des trilliards de cash avec de la pub, là. Fait que du jour au lendemain, c'est sûr que tu veux pas refaire l'espèce de drop-down puis tout repartir à zéro avec plein d'hypothèses, d'essayer ceci, essayer cela pour potentiellement te gourer. En même temps, si on regarde C'est Google, ça. Moi, je me suis amusé, c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT. J'ai dit, c'est quoi les perspectives des modèles publicitaires, justement? Tu sais, dans le fond, publicité conversationnelle intégrée. Donc, suggérer des produits en fonction des services, des requêtes de manière naturelle dans la conversation. Et, c'est déjà là, ça pour moi, ça sonne. Je suis pas sûr que c'est le modèle là, qu'il faut. Là. Donc, tu sais, c'est quoi le meilleur casque pour courir? Ben, 3 options populaires avec un lien qui est sponsorisé dans la liste. Tu sais. ouais, OK. Et je suis pas sûr. Partage de revenus avec les créateurs, des agents shopping sponsorisés. Donc, au moins meilleur hôtel à Lisbonne, donc va t'offrir en fonction d'une commission, un partenariat avec un tarif promotionnel pour l'IA. Ouais. Puis, là, puis après ça, ben, l'abonnement premium sans publicité. Si tu n'as pas les moyens, ta version gratuite, attends-toi à ce que les résultats que je te donne soient influencés par ceux qui mettent du cash. Sinon, ben, tu vas avoir des résultats plus propres. Ce qui, à mon sens aussi, est encore un peu weird. Mais bien hâte de voir, ça va être quoi. Ouais, tu sais, c'est ça. Si tu payes pas, tu as de la pub, comment est-ce que ça va bien s'immiscer là-dedans, je ne sais pas. Je regarde du côté comment un Google de ce monde fait de l'argent. Par contre, c'est Google, mais c'est parce qu'il y a une plus grosse compagnie que ça. Il y a Alphabet aussi, là. C'est comme un gros holding. C'est peut-être pas la meilleure affaire, mais ça donne une petite idée quand même au niveau Google là, ici. Là. Mais tu sais, on parle de 57,3% des revenus qui proviennent de la pub là, présentement. Tu sais. Versus si je regarde Alphabet en tant que tel, ici, Alphabet. Ouais, Alphabet étant Google Search and Others. Fait que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur argent qui provient de la publicité, c'est sûr. Fait que d'un matin, ils De veulent. la moitié, tu sais, c'est quand Ouais. même important. Là. Puis je serais Mm. curieux de voir tu sais, la progression dans les services, parce que j'imagine que dans Google Cloud, qu'on voit là, qui est à 12%, il y a probablement aussi tout ce qui est les subscriptions à Workspace, dans le fond, la suite bureau de travail un peu là-dedans. Fait que, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de ça dans le futur ou pas? Mhm. Bref, mais oui, tu vois, c'est presque 60%, là, c'est pas rien. Là. Ouais, ouais. Bref, un gros portrait qui va beaucoup, beaucoup changer, qui a une espèce de période in-between, comme on disait, une période entre deux. Là,
les jeux ne sont pas faits encore, là. Les dés ne sont pas joués encore à 100% sur comment on va naviguer le web, le futur du web dans les 10 prochaines années. J'avais vu un exemple plus près de nous, quand je faisais certaines recherches sur ce qui sort présentement, j'étais tombé sur un nouveau navigateur qui s'en vient, qui s'appelle Dia Browser, ça c'est la compagnie qui était, en fait, si je regarde, rechercher, il y a un autre navigateur, pas l'ARC, pas l'Agence du revenu du Québec, mais Arc Browser. Arc from the Browser Company, qui est si je me souviens bien, c'est une gang qui provenait. Il y a des gens qui ont créé les Chrome de ce monde, là. Ils arrivaient de d'autres navigateurs plus populaires, puis ils ont décidé de redesigner un peu une manière de naviguer sur le web, un navigateur qui était une version 2.0 de ce qu'on connaissait, mieux en certains sens. On le voit là, dans leur page principale. Arc is the Chrome replacement I've been waiting for, The Verge. Une manière de naviguer différente un peu. Puis ça, tu sais, il y en a eu avec le temps, naviguer sur le web. Jadis, bon, on avait Netscape de ce monde, Internet Explorer. Je me rappelle dans le temps, il y avait Opera qui sortait des sentiers battus un petit peu. On a eu Firefox. Chrome, à un moment donné, est arrivé. Chrome a raflé tout, puis c'est rendu une norme pas mal. Edge aussi là, est pas mal là dans le Windows au niveau Le de... Safari pour encore une certaine frange de gens qui sont sur Mac. Exactement. Puis, bon, fait qu'il y a toujours une espèce d'évolution des choses un peu. On a toujours voulu changer un peu. C'est comme un navigateur, c'est comme un char. Là, tu réinventes pas la roue au complet, mais des fois, il y a certaines innovations qui peuvent atterrir. Puis, ça change un peu la manière dont on utilise le web. Toute la gang de Arc, là, le CEO de ça a dit, là, guys, on arrête tout le développement de Arc et on pense on crée on crée le chapitre 2 de notre compagnie. Ça va être quoi le browser à l'ère de l'IA? Et là, il travaille présentement sur un navigateur qui s'appelle Dia, qui est seulement en Early Access, qui va sortir dans les prochains mois. Tout est orienté en ayant l'IA en tête. Il y avait quelques exemples qui étaient là. Tu sais, dès que tu sélectionnes quelque chose dans ton navigateur, pouf, tu as une IA sur le site, tu peux faire une recherche en lien avec ce que tu as trouvé qui est là. Tu vois, il y a quelque chose que tu peux vraiment interagir avec tout le contenu que tu es en train de naviguer. Je me promène un petit peu. YouTube timestamp. Donc, on est sur YouTube présentement. Hey, montre-moi là, tu écoutes une vidéo de 45 minutes, tu dis, montre-moi donc le bout où ce qui parle de croque en bouche. Pouf, il te sort toute l'information. Là, encore là, en vous disant ça, je me dis, ben, ils sont tous déjà en train de faire ça aussi. Là, on parlait tantôt de YouTube qui est rendu avec un IA. Donc, je suis en train de voir. Il faudra voir comment Dia va être capable de sortir son épingle du jeu, avoir des petites features intéressantes. Eux étaient là un petit peu avant qu'il y ait toutes les annonces, là, si je ne me trompe pas, des Google et de ce monde. Il va y avoir une espèce de convergence de tous les outils qu'on utilise. Il va y avoir une couche d'IA ici et là. Certains vont ressortir de la masse. Moi, je ne serais pas surpris qu'un DIA de ce monde, la team se fasse acheter puis il se fasse intégrer dans le prochain browser Edge parce qu'il y a des features qui sont très, très créatives, très, très intéressantes, qui ressortent un peu de la masse. Fait je tenais quand même à parler un peu de ce genre de mouvance-là qui va se passer. L'enjeu pour eux, c'est la puissance du go-to-market des grands joueurs. Là. Fait que c'est dur, à moins d'avoir un feature absolument incroyable qui fait que les gens vont avoir de l'attention, puis ça va être médiatisé au point où les gens vont se mettre à l'utiliser. Là. Mm-hmm. Mais je pense que ça va être pas facile. Puis comme je t'ai dit, je penche plus du même côté que toi sur l'idée que c'est peut-être une équipe qui risque de se faire avaler par un grand joueur en lui disant ben viens travailler avec nous là, sur ces volets-là. Exactement. Puis tu sais, quand on disait qu'on est dans une période un peu un entre-deux, cet entre-deux-là, moi, je la vois dans des initiatives comme ça. Là où mon Chrome va avoir, tu sais, là, il sort une version de Chrome à tous les 2 semaines, là, ça sort non-stop. Ben, le Chrome que j'utilise, le Safari que tu utilises, qu'on utilise, dans 1 an, 2 ans, va avoir des nouvelles mécaniques, là, va avoir des nouveaux standards, des nouveaux fonctionnements qui vont amener graduellement la masse à insuffler de l'IA un peu partout, à insuffler des nouveaux réflexes.
Je veux dire, à un moment donné, dans ton char, tu pouvais juste ouvrir les fenêtres en activant une manivelle en la tournant. À cette heure, tu n'as plus de chars qui font ça. C'est juste l'électrique qui est là à grandeur. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a un élagage qui se fait, il y a de la nouveauté qui commence à prendre place partout. Puis peut-être un autre truc que j'avais trouvé que je veux peut-être te discuter un peu avec toi, qui est ce qui est le NL Web. Microsoft a sorti dernièrement une espèce de nouveau standard. Je ne sais pas si tu as vu ça sortir un petit peu. Dans le fond, ce que Microsoft s'est dit, ils se sont dit, écoute, là, le web, on s'en va vers du web agentic. N'importe quel site web va être une source d'infos pour qu'un agent puisse t'en parler, pour qu'un agent puisse interroger ton site web. Mais là, en ce moment, je ne sais pas combien il y a de sites web sur la planète, mais il y en a une méchante trolley. Il n'y a rien qui est agentic ready, là. On s'entend, là. Je veux dire, la globalité de ce qui existe n'a pas été conçue pour un web où on t'interroge et tu peux discuter, là. Je sais que oui, là, les fameux, depuis une dizaine d'années, là, tout le monde a un chatbot, là, les 5-6 dernières années, tout le monde met un chatbot, là, aussi intelligent ou pas pantoute que ça peut être. Microsoft s'est dit, bon, ben là, on va essayer de faire que le jour où on met la clé à on, là, on tourne ça à on là, pour le web agentic. Mais comment on peut faire pour que chacun des sites web qui existent déjà maintenant puisse bien être digérable par un agent, puisse bien être compris par un agent qui va passer par là. Tantôt, on parlait de LLM.txt. Mais on parle aussi de cette espèce de technologie-là qui est un projet open source, tu vois, open project. Je ne me rappelais pas si c'était open source. Bref, tout le monde peut l'ajouter là-dedans. C'est une couche qui vient on top de ton site web pour faire que n'importe quel site web va pouvoir être communicable, va pouvoir être remâchable. Tu vois, il faudrait que... Comme si ça faisait une genre de pré-job, au lieu que l'IA se tape la lecture du code puis ait à interpréter l'ensemble, ben là, tu lui structures, voici déjà ce qui est pré-mâchable à intégrer, puis peut-être justement demander moins de ressources pour le faire. Exactement. Fait que on est, en fait, j'aurais peut-être dû parler de ça en même temps que le LLM parce que on est dans des mouvances de structure en prévision d'être comestible pour un agent qui va passer par là. Donc, une autre affaire qu'on peut dire peut-être aux gens qui nous écoutent, qui veulent se préparer en fonction de cette espèce de web agent-là qui s'en vient, allez regarder un peu ce qui se fait par rapport à ces technologies-là, parce que présentement, je regardais, il y a des sites comme TripAdvisor qui ont embarqué là-dedans, Eventbrite a embarqué là-dedans. Donc, ce n'est qu'une maigre liste, là, parce qu'il y en a d'autres aussi. Là, de mémoire, je pense qu'il y a même Shopify qui était là-dedans. Bref, plusieurs gros sites vont commencer à adopter ce genre de technologie-là pour déjà commencer à être prêts. Puis, honnêtement, je le dis au passage, je me rappelle avoir fait, je sais plus quelle recherche que j'ai faite sur ChatGPT il y a une couple de mois, puis il m'a sorti des options que je pouvais aller naviguer ensuite. Genre, je cherchais quelque chose à magasiner ou je cherchais une information précise. Je suis tombé sur des sites que j'avais la bonne information. Je ne serais jamais nécessairement tombé dessus. J'avais comme l'impression que ces sites-là étaient un peu avant-gardistes, puis ils avaient décidé d'aller se faire indexer tout de suite dans ChatGPT. Ouais, c'est clair. Fait qu'il y a déjà, de mémoire, là, il y a moyen pour vous d'aller faire indexer vos sites sur les moteurs de recherche, IA, là, les ChatGPT de ce monde-là, pour déjà commencer à leur dire hey, moi, je suis prêt, là, viens me voir, là, pour que vous puissiez déjà sortir. Je suis persuadé qu'il existe des mécaniques pour déjà commencer à faire indexer, à être les premiers à la course. On comprend, on est tous sur le front line, on passe une course, puis on va arriver au bout, tout ce qu'on va être prêt pour ce web agentic-là. Assurez-vous de commencer à regarder c'est quoi les tendances, puis qu'est-ce que vous pouvez déjà faire pour ressortir. Même si on ne sait pas, la ligne d'arrivée, elle va ressembler à quoi, le web va ressembler à quoi. Je pense qu'on va vivre exactement les mêmes étapes qu'on a vécues avec le SEO, là, dans une certaine mesure, où assurément, ça ne sera pas aussi simple, mais il va y avoir du Black Hat GEO, des gens qui vont influencer, qui vont trouver des tricks pour faire ressortir leurs résultats dans l'intelligence artificielle. Fait assurément, il y a déjà des gens qui travaillent très fort là-dessus. Mais
Mais je pense qu'il faut plus se concentrer sur le white hat. Puis justement, s'assurer que notre contenu soit juste bien préparé, puis parce que les outils vont être suffisamment intelligents tantôt pour éliminer ou donner moins de pertinence à ce qui va avoir été trop manipulé. Ouais, ouais, ouais. Ces fameux white hat et black hat. Restez du bon côté de la force, les amis. C'est ça qu'on. Écoute, un genre de petite mini conclusion sur ça. Moi, ce que je te dirais, c'est ce que j'aime, c'est Gartner. Tu connais Ouais. Gartner? Mhm. Publie leur fameux cadran annuellement sur les techs et tout ça, super intéressant. Ils disent que d'ici 2026, on s'entend, c'est dans un an, 30% des recherches vont être effectuées sans écran via assistants IA vocaux ou conversationnels. C'est quand même bold comme prédiction quand même, venant d'un joueur aussi, comment dire, crédible que Gartner. Ouais. Donc, je pense qu'il faut qu'on se questionne là-dessus comme professionnel aujourd'hui, dire, OK, le monde conversationnel, le monde vocal est clairement quelque chose qui va, avec l'IA justement, puis dans le web en général, va prendre de plus en plus de place. Donc, je trouve que tout ça vient comme bien recadrer tout ce qu'on vient de jaser sur le principe des claviers, sur le principe que l'IA est en train de changer vraiment nos habitudes, nos usages. Fait que, sachant que Gartner nous parle d'un 30% qui est quand même un gros chiffre, s'ils n'ont pas été un petit peu en bas de ce qu'ils auraient eu tendance à prédire pour être, comment dire, pas trop, pas trop alarmiste. Ouais. Mais je pense qu'il y a une grande tendance qui se dessine de ce côté-là. C'est drôle ce que tu dis, ça me fait penser à. Puis j'essaie de regarder en même temps, c'était en quelle année que c'est arrivé, là. Je n'ai pas un proche ici, mais tu sais, les fameux Google Home, là, où est-ce que tu parles, là, qui est un device fucking stupide. OK. Quand il y a quelques années, puis honnêtement, je pense que c'est genre 2016, quelque chose comme ça. Ça va faire 10 ans, je pense. Tu avais un Spotify account payant, puis il te donnait un Google Home. Ouais. Il y a eu cette passe-là. Ouais. C'était comme, moi j'associe ce moment-là au début des grands de ce monde qui commencent à nous insuffler un peu que la voix, ça s'en vient, les chums, là, tu sais. Puis j'ai encore les deux devices, là, puis c'est encore aussi stupide. Là. Puis j'ai hâte qu'ils mettent un Gemini officiel dedans parce que c'est stupide à la mort. Là, tu sais. J'écoute la radio avec ça où j'y demande la température. Ça ressemble à ça. Et là, fast forward peut-être un 8-10 ans plus tard, là, oui, on est rendu à un monde où ce que je peux y croire là, que on a pavé la voie tranquillement, là, ben, à un certain rythme, mais là, je peux y croire à ce 30%-là qui va arriver en 2026. Non, ça va se matérialiser comment? Là, 30% de recherche vocale à Pense-y l'audio. aussi, les pistes sont déjà là. Regarde le nombre de personnes autour de toi qui utilisent des clips vocaux avec leur mobile au lieu de chatter en textant. Regarde la quantité de gens qui consomment des contenus vidéo et de l'audio à travers des TikTok, à travers des plateformes comme ça. Fait que, il y a déjà, le mouvement est déjà amorcé. Ouais. Fait que je pense que c'est juste logique que ça se poursuive parce que les éléments technologiques le facilitent grandement. Mhm. Donc, ça, c'est quelque chose, je me souviens pas en quelle année exactement, mais dans une de mes anciennes jobs dans la vie, où je travaillais justement au niveau UI, UX, j'avais eu cette discussion-là avec un collègue, puis je lui disais, moi, je pense que l'avenir du web est audio. Puis je pense genre en 2015, mettons, 2010, quelque chose quoi comme ça. Écoute, la personne à qui je disais, on t'es-tu malade, ça n'arrivera jamais. Puis écoute, ça me fascine de voir que c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui, Ouais. plusieurs années plus tard. Mais c'est un portrait qui se dessinait tranquillement. Puis je me disais, ben, ça n'a pas de sens qu'on continue de être juste en mode contenu, on tape nos affaires et tout. On regarde dans le rétroviseur, puis on se dit, ben non, ça va s'améliorer. Puis pour moi, clairement, l'audio a toujours été, l'audio, la vidéo, tout ça. Comment dire, c'est ça que l'humain, on a la plus de facilité. On voit, on peut justement interpréter, on entend, c'est plus simple. Donc oui, il va y avoir encore évidemment du contenu texte, mais j'ai comme le feeling que de plus en plus, on va voir la place de l'audio prendre énormément de place dans nos vies. En même temps, puis tu sais, je veux pas trop m'éterniser, mais je sens une perte de contrôle si l'audio take over, si l'audio si la voix, l'audio prend préséance dans notre mode de recherche, notre mode d'utilisation de la tech. On dirait que je perds un certain contrôle sur, ben on en a parlé un petit peu, mais ça part,
ça bouffe de la donnée, ça me rejette un condensé de la chose, une réponse, mais j'ai pas accès nécessairement à tout ce qui s'est passé dans l'envers de la médaille. Est-ce que je perds le contrôle, la visibilité? C'est peut-être plus la visibilité. Je perds la visibilité sur tout ce qui s'est passé derrière, qui est ultimement un humain qui aurait dû faire ça à la base, tu sais, qui aurait pu, back in the days, établir une recherche, aller là, ah non, ça va être ça. Fait que j'espère qu'on va pas perdre un peu cette vue, cette visibilité-là sur, tu sais, je veux un billet d'avion pour aller à Costa Rica, tiens, voici ton billet d'avion. Hey, mais il y en a des affaires qui se passent dans un billet d'avion, là. Des questions qu'il faut se poser, tu vas à une place, non, ça marche pas, va à une autre place. J'ose espérer qu'on va pouvoir toujours me donner un peu cette espèce de visibilité-là sur ce qui s'est passé derrière. Sinon, tu sais, on remet nos demandes à une technologie qui nous rend les choses bien trop faciles. I don't know. Écoute, celui qui le sait sera riche demain. Mais clairement, écoute, plus on progresse là-dedans, je pense, plus on réalise à quel point c'est fascinant. Là. Fait que Ouais. l'avenir nous dira bien comment tout ça va s'aligner, mais assurément, il y a de la matière pour discuter et rêver et essayer d'échafauder quels seront les trucs qui vont voir le jour. Là. Exactement. Alors, mon Joe, c'était cet épisode sur nos perspectives du futur du web, les changements que le web va vivre et comment on va interagir avec tout ça. Encore là, il y a un petit peu de boule de cristal là-dedans, mais Oui, absolument. quelques bons guesses émis aujourd'hui. Puis moi, ce que j'aime là-dedans aussi, c'est que là, on part en vacances. Oui, Fait qu'il va y avoir quand même une petite période de temps avant qu'on se reparle de ça, même si on va s'échanger des contenus quand même durant ouais, la saison, probablement. ouais. Puis j'ai hâte de voir, mais qu'on revienne, qu'est-ce qui va avoir progressé par rapport à ça. Fait que ça va être très intéressant. Il n'y a pas de vacances au niveau de la tech. Oh Ça non. n'arrête pas d'avancer rapidement. Donc, merci pour votre écoute à tous, ceux qui étaient là, toujours Merci vraiment, ouais. ouais, fidèles auditeurs. Merci de continuer d'être là, de nous supporter là-dedans. Donc, on publie ça cet été. Petite pause, on se revoit début de l'automne pour Saison 2. repartir. Saison 2 d'Intersection. Yes. D'ici là, si tu as des questions, commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Commentaires, subscribe below, tout ça, OK? On est bien ouvert. On est bien ouverts. Cool, ben bon été, mon cher Jonathan. Bon été, toi aussi. Bon été, tout le monde. Yes, bon été. Salut.